Nous rentrons à présent dans la deuxième partie des acteurs de l'éco. C'est la partie traditionnellement consacrée au débat. Alors je vous le rappelle, nous sommes sur un débat sur le secteur de la construction. On a analysé avec Laurent Schiltz dans la première partie les disrupteurs, ce qui s'est passé ces 10 dernières années dans le secteur de la construction. On va maintenant évoquer le futur de la construction. Alors nous accueillons deux entrepreneurs du secteur. Vivian Lozier, vous êtes administrateur délégué de la société ONS. On dit ONS. Hans, vous êtes juriste avec un master en revisorat, puis vous avez mal tourné, vous avez repris l'entreprise familiale basée à Saint-Hubert, 33 personnes, plus ou moins 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous êtes aussi président de la Fédération des entrepreneurs généraux. Marc Rubens, bonjour, vous êtes presque le même profil, entrepreneur et président de la Confédération bruxelloise de la construction. Alors c'est bien d'avoir des présidents qui sont encore les mains dans le mortier toute la journée. Votre entreprise compte une dizaine d'ouvriers en maintenance, rénovation, mais vous êtes aussi un précurseur de la construction durable. Alors Marc, Vivian, vous avez écouté l'introduction avec Laurent. Vous êtes d'accord avec la photo qui a été faite de votre secteur, ces évolutions, ces mutations profondes de ces 10 dernières années? Sur les mutations, oui, indéniablement. On a énormément évolué. Vous êtes devenu une entreprise technologique, comme l'expliquait Laurent? Mais comme l'a expliqué Laurent, on est passé par toutes les phases, de la mécanisation. Ouais. La construction n'est plus un secteur où on porte des charges abominables. C'est devenu un secteur sur lequel il y a pratiquement partout des engins de levage. Donc la manutention n'est plus aussi lourde. Et de fait, depuis quelques années, nous sommes en pleine mutation technologique digitale. Et nous allons vers une informatisation toujours plus grande, de plus en plus d'étapes du processus. Mais c'était un mieux ou c'était un problème pour les entreprises de la construction? Mais c'est in fine un mieux. Maintenant, comme tout changement, ça demande une adaptation. Et qui dit adaptation dit effort. Oui. Donc voilà, on fait l'effort. Certains sont plus ou moins avancés dans l'effort, mais indéniablement, on va vers un mieux. Marc Rubens, d'accord avec ça? Totalement d'accord, oui. Je rajouterais peut-être un élément, c'est l'effort. Pour faire cet effort, ça nécessite des moyens financiers. Mais il faut savoir que le secteur du bâtiment est en réelle difficulté. Les marges bénéficiaires sur les chantiers, elles sont ridicules. Je vous dis, moyenne nationale, que M. Laurent Schiltz d'ailleurs a calculé il y a 1 an et demi. On a les chiffres de 2018, on est vers 3,65%, je pense, de marge nette. Voilà, donc vous imaginez qu'avec ça... Là-dedans, il faut intégrer les investissements voilà. Comment dirais-je, dans la mutation technologique. Exactement. Donc c'est quand même assez difficile. Alors, sur les autres mutations, les permis, vous êtes alignés parfaitement, là? Oui, parfaitement. Mais c'est le cas en Wallonie aussi, parce que Laurent Schiltz à Bruxelles, comment ça se passe en Wallonie? La situation est un tout petit peu moins grave qu'à Bruxelles, mais vraiment un tout petit peu. Ça va un petit peu mieux en Flandre. Oui. Mais je crois que le délai d'un permis, c'est 4 ans et demi à Bruxelles, quelque chose comme ça. On doit être sur... Ça dépend de la taille des projets, évidemment. Ouais. Et en Flandre, il y a une grande différence, c'est qu'ils ont opté pour la digitalisation des permis aussi. Et donc ça a permis... Simplification administrative par la digitalisation. Exactement. Et ça a permis d'avoir une grande différence. Sur la situation, quand on me demande comment va la construction maintenant, la construction souffre de fait, de faibles marges. Elle va être terriblement impactée par la crise du Covid quand même. On ne va certainement pas se plaindre. Il y a des secteurs qui ont été bien plus impactés que nous. On n'est pas des métiers de contact et on n'est pas à l'ORECA, le secteur culturel. Mais il y a quand même eu un coup. Mais comment vous allez être impacté? Avec éventuellement une baisse du pouvoir d'achat, une moins grande prise de risque des clients et des banques? Déjà, nous avons été impactés. Le Covid se traduit, chiffres de la Banque nationale à l'appui, ils ont été publiés tout récemment, plus de 20% de baisse du chiffre d'affaires du secteur pendant l'année 2020. Imparfaitement compensé par le chômage corona? Pas compensé. Pratiquement pas compensé. La baisse du chiffre d'affaires, nous avions déjà des formules de chômage temporaire dans la construction. Extrêmement efficace. Ouais. Extrêmement efficace, que ce soit pour de l'intempérie, que ce soit pour de l'économique. Le chômage coronavirus force majeure, c'est simplement une autre variante. Mais la baisse du chiffre d'affaires de 20%, elle n'est pas compensée par une baisse de 20% des frais fixes. Alors quand vous avez un secteur qui vit, comme on vient de le rappeler... Avec des machines extrêmement lourdes. Avec moins de 5% de marge et vous perdez 20% de votre chiffre d'affaires, l'impact sur les chiffres... Il est immédiat. Il est immédiat, il est conséquent. Allez, on quitte la photo, on rentre dans le film prospectif. Quelles vont être les forces qui vont redessiner le secteur de la construction dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous voyez arriver comme profonde mutation, à la fois dans le métier, à la fois dans les clients, à la fois dans les prescriptions urbanistiques? Qu'est-ce que vous diriez?
Il y a un élément qui c'est ce que j'expliquais un petit peu aussi là tantôt, la dynamique circulaire, on a beaucoup d'espoir là-dedans, parce que pour nous c'est une Pourtant, opportunité. certains vont le vivre comme une contrainte, non? Oui, mais justement pour l'instant c'est pas encore une contrainte, et il est temps de se préparer à cette circularité. Et pour nous c'est vraiment une opportunité pour pouvoir remettre en question ce qui aujourd'hui est profondément en question pour beaucoup d'entreprises suite à la crise du Covid, L'obsession du remettre en coût. question la manière dont on fonctionne, dont l'entreprise fonctionne, et aussi le business model de son entreprise. Et c'est vraiment une opportunité parce que, comme on le disait, il y a ce côté de consommation plus locale qui permettrait aux entreprises qui sont belges, qui respectent les lois sociales ici belges, de pouvoir peut-être mieux valoriser, évidemment, la manière dont ils travaillent. Ça dépend aussi beaucoup de la clientèle. Il faut que la clientèle suive et qu'elle soit prête aussi parfois à payer le prix du fait de consommer belge et du fait que c'est de l'argent qui va rester dans l'économie belge et que ça va faire que tout le monde va mieux fleurir. Vivian marque un commentaire là-dessus? Oui. Moi, je constate quand même que, en tout cas pour ma part, avec cette, je veux dire, longue expérience d'entreprise durable et circulaire, parce que ça, c'est une chose que j'applique depuis longtemps, puisque tous mes ouvriers sont bruxellois. Je travaille aussi maintenant essentiellement sur Bruxelles. C'est un choix que j'ai fait au niveau stratégique aussi. Et je constate que de plus en plus de clients aujourd'hui, chez nous en tout cas, demandent effectivement d'être circulaires et demandent d'être aussi Client durables. particulier ou public? Particulier. Est-ce que le public ne devrait pas montrer l'exemple à ce niveau-là? Alors là, clairement, il y a un travail énorme à faire et effectivement, nous sommes demandeurs de ce genre de choses, mais ça demande aussi d'être fait avec beaucoup d'intelligence et pas des impositions qui parfois sont contre-productives, comme on l'a déjà vécu dans les marchés publics. Je pense aux impositions... Pourtant, c'est la le cas. remise en travail donc des ouvriers chômeurs, etc. Oui, L'obligation, les clauses sociales. les clauses sociales où on vous impose de prendre des chômeurs, c'est contre-productif. Alors qu'on pourrait très bien dire, mais faites de la formation de jeunes, faites des choses comme ça qui sont plus... Vivian, la situation au Luxembourg, fort différente? Un peu différente. On bénéficie de l'attractivité du Grand-Duché, sur lequel Pouvoir d'achat donc. pouvoir d'achat, pression immobilière également. Les prix sont flambent au Grand-Duché pour une insuffisance Donc de les gens l'offre. regardent moins. Donc les gens, c'est trop cher au Luxembourg, donc une grande partie viennent un petit peu sur les zones frontalières de la Belgique, privilégient un peu la province. Maintenant, quand on me dit qu'est-ce qui va faire le futur du secteur, je crois qu'il y a un grand défi de rénovation de notre bâti. 70% de la pollution à Bruxelles, c'est Voilà. le C'est CO2 quand du même, bâti, hein. c'est quand même le plus, c'est là qu'on pollue le plus. C'est pas tellement les voitures, c'est le chauffage de nos bâtiments. Notre bâti doit être soit rénové, soit remplacé. Il faut quand même saluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez que votre chiffre d'affaires va se retrouver plus dans la rénovation que dans la construction dans les 10 prochaines années? Alors, non, pas nécessairement, parce qu'il faut quand même saluer la nouvelle loi Disposition de la région disposition du ministre Van Petegem sur la diminution de la TVA sur la démolition reconstruction, qui est à mon avis une nécessité si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Il y a des bâtiments qui ne sont pas rénovables ou pas efficacement rénovables. Ce n'est pas raisonnable de vouloir les raisonner. Il faut abattre le bâtiment. Il faut abattre, il faut faire quelque chose qui soit aux normes actuelles en termes de PEB et, et environnementaux. Et ça, c'est des savoir-faire particuliers qui ne sont pas nécessairement présents aujourd'hui dans le secteur de la construction? Non, je crois que ce sont des savoir-faire qui sont présents dans la plupart des entreprises. C'est d'ailleurs comme ça qu'on construit tous les bâtiments neufs. Ouais. Simplement, il faut remplacer du bâtiment vieux et pas efficace par du bâtiment neuf. Et on va se retrouver avec efficace. plein de gravats et des choses qui vont devoir être traitées dans les nouvelles perspectives environnementales. Ça, c'est- Ou réutilisées dans le circulaire. Alors moi, c'est par exemple, c'est clairement une thématique sur laquelle je rejoins à moitié Vivian là-dessus, dans le sens que sur Bruxelles, par exemple, le rehaussement du bâti existant a un potentiel énorme, avec du coup un impact nettement moins grand au niveau de la voirie, donc de l'occupation, des nuisances sonores, des déchets. Donc il y a vraiment un potentiel là. Alors bien sûr, tous les bâtiments ne sont pas rénovables, certains doivent être, au niveau rentabilité, doivent être rasés, mais je pense qu'il y a quand même au niveau rénovation un potentiel énorme, en tout cas sur Bruxelles, à ce niveau-là. Et je pense aussi que l'intérêt même du citoyen,
donc des entreprises et du citoyen d'abonder ou d'aller vers l'économie circulaire, elle est à tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que toutes ces entreprises, donc M. Schiltz a parlé de travail au noir, mais moi je ferai la distinction entre les travailleurs au noir, il y en aura toujours, parce que la charge fiscale est énorme et beaucoup de gens donc, cherchent ça. Mais il y a toutes ces entreprises de l'ombre qui viennent de l'extérieur et qui donc ne participent pas du tout au système économique belge et qui surtout n'ont pas toutes nos obligations que nous avons au niveau... C'est la concurrence déloyale. Voilà. Et donc celle-là, en favorisant cette économie circulaire, on va naturellement les écarter, je pense. Puisqu'on parle du client, comment est-ce que le... J'ai un bémol quand même, moi, là, sur ça, parce que autant il faut lutter tant contre le travail au noir, mais surtout contre le dumping social, mais il ne faut quand même pas oublier que le secteur de la construction est confronté à un problème majeur, qui est le manque de personnel. Manque de qualification. Et le manque de qualification. Et il n'y a rien à faire. Même à l'heure actuelle, nous n'avons pas, même en allant prendre des gens étrangers, le personnel suffisant que pour faire face à la quantité de chantiers qui devraient être mis en route maintenant. Et donc, ça veut dire quoi ? Je ne vais pas parler de vous, mais un entrepreneur lambda doit pouvoir de temps en temps faire appel à ce type de main-d'œuvre pour boucler un chantier ? En fait, pour résumer ce que... Et là, donc, il a entièrement raison. Le problème... Vous ne pouvez pas être d'accord, hein, c'est un vrai débat. Non, mais ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais c'est qu'on est en phase sur un sujet, mais on le dit de manière différente, dans le sens que si demain... toutes les entreprises vont vers l'économie circulaire, mais il n'y a pas de main-d'œuvre suffisante en Belgique. Et la main-d'œuvre que nous recevons aujourd'hui, nous, sur chantier, elle n'est pas formée. Je vous donne un exemple très simple. On nous met des maçons en 7e année. Les fractions, Pythagore n'est pas maîtrisé. Les fractions. Devant une bétonnière, si vous ne maîtrisez pas les fractions, vous ne faites pas un mélange qui correspond aux normes existantes. Eh bien, c'est pourtant ce qu'on nous donne. C'est un problème de volonté des travailleurs de rejoindre le secteur, ou des jeunes de rejoindre le secteur de la construction, ou un déficit en matière d'enseignement. C'est surtout un problème d'image du secteur auprès des jeunes, et je pense aussi des parents. Pourtant, Vivian, on parlait qu'il n'y a plus de charges lourdes. Non, mais c'est méconnu. On est un secteur... Les parents ne voudraient pas que leurs enfants aient travaillé sur un chantier. Aujourd'hui, qui est-ce qui aimerait que son fils ou sa fille revienne à la maison en disant « Papa, maman, j'ai trouvé ma voie, je veux être carreleur, je veux être maçon ». Est-ce que beaucoup de personnes... aujourd'hui, on pousse quand même plein de personnes à aller vers les études supérieures, l'intellectualisation, alors qu'il y a des débouchés et des potentiels énormes. Il y a vraiment... Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce que vous pouvez être plus sexy pour les jeunes ? On n'arrête pas. On a un énorme projet aujourd'hui en région bruxelloise qui s'appelle ConstruCity.Brussels, dont l'objectif est de rassembler d'abord toutes les forces vives, aussi bien publiques que privées, pour travailler ensemble dans le même sens et pour ensemble pouvoir avoir un projet qui soit emblématique et qui permette de redorer un peu l'image de la formation pratique sectorielle de la construction. C'est la même problématique dans la province de Luxembourg ? Tout à fait. Nous avons un problème de qualification. Alors, il y a un problème d'image et il y a un problème d'enseignement. Voilà. Je crois que le problème d'enseignement est crucial. Les filières... Il me reste 4 minutes. Hein. OK. Les filières techniques et puis professionnelles sont des filières de déclassement des élèves. Certains élèves, dans leur cursus, l'adolescence, etc., décrochent. On arrive dans le secteur par relégation. Voilà. Et on les oriente à force de relégation, on arrive à la construction. Donc on a finalement des gens qui sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. On leur a dit, tu vas là. Ils n'avaient pas envie d'être maçon, ils n'avaient pas envie d'être carreleur, ils n'avaient pas envie d'être boulanger. On leur a dit, tu n'es pas capable de faire des maths ? Allez, la construction, c'est la poubelle de l'enseignement. Okay. Alors qu'on a besoin de gens intelligents, on n'a pas besoin d'idiots, hein. On a besoin de gens, il y a plein de choses. Fraction est... Mais ça, on a besoin de gens qui savent faire des fractions, on a besoin de gens qui savent faire des règles de 3, on a besoin de gens qui savent se projeter, planifier un chantier, et on a besoin aussi, mais on offre plein de choses. On offre Mais c'est ça, ce qui est méconnu, c'est que dans le secteur, il y a des carrières énormes qui sont potentielles. On peut commencer ouvrier et devenir responsable de chantier, voire mieux. Et il y a aussi un côté très sexy qui se développe dans les métiers de la construction. On commence à jouer avec des drones. La solution, c'est pas les femmes. On parle d'exosquelettes, on parle de durabilité. Beaucoup de jeunes veulent avoir une vraie mission dans leur vie, ne veulent plus avoir un job qui est simplement alimentaire, mais veulent avoir un impact. Là, on voit le chantier progresser. Et bien là, on a un impact, et on a un impact sur la durabilité de la ville. On rentre dans la macroéconomie, on va parler du plan de relance. La construction est un important élément du plan de relance. Vous bénéficiez directement et indirectement du plan de relance avec la rénovation du bâti, des écoles et ainsi de suite. Comment vous voyez votre interaction, votre contribution à ce plan de relance ? Moi, je pense que le plan de relance, il a clairement un impact positif sur le secteur du bâtiment. Donc ça, c'est indéniable. Je pense que ça va se développer. Et
c'est une chance pour nous qu'enfin, quelque part, le secteur soit mis à sa juste place. Il y a un potentiel énorme, on vient de le dire, et donc nous, on est très enthousiastes par rapport à ce plan de relance. Vivian, vous partagez cet enthousiasme ? Tout à fait. Il est clair que nous sommes prêts. Moi, ce qui me fait peur, c'est tous les petits obstacles qui vont se mettre au développement, à la mise en place de ce plan. En termes, nous digitalisons dans le secteur de la construction. Je ne suis pas sûr que de l'autre côté, en face, les permis ne vont publics, pas suivre, c'est ça ? On parle de nouveau des permis ? on va à nouveau parler des permis, on va à nouveau parler de toute une série de choses qui entravent, sont des surcharges administratives considérables et des coûts. C'est le harcèlement textuel dont parlait Alain Madelin. Et des coûts pour les entreprises. Vous savez, publier des statuts ou une modification d'actionnariat ou d'administrateur, c'est à Bruxelles, c'est 12 exemplaires dans les 2 langues. C'est le harcèlement textuel voilà. dont on parlait. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas... Il faut se rendre compte aussi que dans le secteur de la construction, on est potentiellement le secteur le plus impacté par toute les législations. Parce c'est paradoxal, il est le plus contrôlé, et en plus, c'est là où il y a le plus de dumping social. Et paradoxalement, il est peut-être même pas le plus contrôlé. C'est ça le problème. Et c'est ceux qui essayent de suivre les réglementations, ils ont du mal à rester rentables par rapport aux autres. Très rapidement, deux exemples. Vous parliez en préparant l'émission, un employé administratif assurait le suivi de 11 à 12 ouvriers il y a 30 ans, alors que ce même employé ne peut plus suivre que 4 à 5 employés. Donc imaginez qu'il y a 30 ans, il y a 30 ans, un employé pouvait assurer donc, le suivi de 11 ouvriers. Aujourd'hui, c'est divisé par 3 quasi. Uniquement pourquoi ? Parce qu'on a tellement rajouté de lasagne administrative qu'en fait, nous ne faisons plus notre métier. Nous faisons de l'administration. À la limite, je dirais, si je dois utiliser une image, vendons de la crasse, pour ne pas dire un vilain mot, mais vendons-la bien. On dit du buxt à Bruxelles. Hein. Voilà. Moi, j'aimerais bien vous demander, vous avez chacun une demande aux pouvoirs politiques fédéraux régionaux, c'est laquelle ? Très rapidement. Une seule ? Simplifier et accélérer la délivrance des permis d'urbanisme via la digitalisation du processus. Marc Rubens ? C'est le respect des entrepreneurs, je pense. Nous respecter et nous écouter, savoir qu'on est partenaire et on n'est pas... contribuer. Voilà. Vivian Lausier ? D'accord avec les 2 formulations. Je demanderais en plus qu'il y ait un accompagnement des banques dans l'octroi des moyens financiers pour les chantiers. Pour les chantiers, pour les intérêts intercalaires et ainsi de suite. C'est pas tellement ça. Le problème, c'est que les banques sont confrontées à des problèmes de fonds propres par rapport au crédit hypothécaire qu'elles accordent. Elles sont un peu bloquées. Il faudrait que l'État les garantisse partiellement pour que... Un mécanisme de garantie au niveau régional alors pour la construction pour le plan de relance. Les banques, pour le moment, ont du mal à accorder des crédits hypothécaires. Ok, c'est parfait. Moi, je vous remercie pour votre participation. On va devoir rentrer dans la 3e partie de l'émission. On reste dans le secteur de la construction. Nous allons voir un CIO, cette fois-ci, du côté des matériaux de construction. Alors, c'est Philippe Bautier de l'entreprise SIPAC. On va l'accueillir dans un instant.